Hello, everyone. I'm John Williamson. I'm the Conservative candidate in St. John, St. Croix, which you'll see right behind me here, the Port of St. John in the backdrop here. Thanks for coming today. I also just want to take a second to recognize Melissa Young, our candidate in St. John, Kennebecasis. For those of you who are from away, that might seem an odd pronunciation, but that is how we pronounce it, Kennebecasis. It's a great riding, and I know Melissa is going to do great for us as our Conservative candidate. Today, we have the honour of hosting Pierre Poilievre right here in the Port City for our Canada First announcement. After this lost Liberal decade with costs and crime up, and our economy down, and now under Trump's thumb, it's clear that the Liberals don't deserve a fourth term. It's time to put Canada first for a change with a new Conservative government that will axe taxes, build homes, unleash resources, stop crime, and bring home jobs to stand up to Trump from a position of strength. Here to tell you more about our Canada First plan, I have the pleasure and honour to introduce the only man who can stop Mark Carney, the leader of Canada's common sense Conservatives, Pierre Poilievre. Thank you for coming, Pierre. Thank you, sir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'apprécie énormément, Melissa. John, il n'y a personne qui est plus passionné pour le Nouveau-Brunswick que John, qui parle de Saint John constamment. Mais peut-être il y a une personne, et c'est Melissa Young, qui sera une députée extraordinaire. C'est une femme qui a bâti, littéralement, bâti le Canada pour toute sa vie adulte. C'est un charpentier, carpenter. You were a carpenter before? What was your trade? With the carpenters. Et depuis ce temps-là, il favorise, il travaille pour promouvoir des apprentis et des autres opportunités dans les métiers pour nos jeunes. Et elle aura beaucoup de travail à faire parce que nos métiers, les gens dans les métiers auront beaucoup de travail à faire aussi. On est heureux d'être ici à Saint John, une ville historique pour notre pays. C'est une ville qui représente non pas seulement l'histoire du Canada, mais le futur du Canada. C'est un endroit qui va nous permettre d'envoyer nos biens et nos services à travers l'Atlantique pour vendre la richesse du Canada aux Européens et aux autres marchés en contournant les Américains et en renversant la dépendance du Canada sur les États-Unis que les libéraux ont créé pendant les décennies perdues des libéraux. L'histoire de notre pays, c'est de construire des projets ambitieux et de grande envergure, des projets qui ont soudé notre nation et permis de défendre notre souveraineté. C'est pourquoi les pères de la Confédération ont voulu construire un chemin de fer qui allait relier l'Atlantique au Pacifique pendant les années de John A. Macdonald. Et c'est pourquoi Louis Saint-Laurent a construit la voie maritime du Saint-Laurent pour ouvrir le cœur du Canada au monde. Ces projets ont stimulé notre économie et garanti notre indépendance économique. Il est temps que le Canada recommence à voir grand et qu'on recommence à bâtir notre pays. Il est temps de reprendre le contrôle et relancer notre économie pour devenir une forteresse économique face aux Américains. Tout en même temps, ça va donner des grands salaires pour que la promesse du Canada est rétablie, que travailler fort vous donne une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par nos braves soldats sous notre drapeau canadien. En même temps, on voit les menaces provenant des États-Unis parce que Donald Trump voit la faiblesse dans l'économie et le leadership des libéraux après 10 ans. M. Trump veut que M. Carney et les libéraux gagnent encore parce que cette faiblesse va lui permettre d'encore exploiter notre pays. On doit être fort. On doit reprendre le contrôle et relancer notre économie en permettant les Canadiens de vendre leurs ressources ailleurs et entre nous pour qu'on puisse se tenir debout
face à Trump et d'autres menaces provenant des pays étrangers. On doit être en mesure d'acheminer nos ressources à travers le Canada en contournant les Américains, afin de pouvoir intensifier nos échanges commerciaux et vendre nos ressources au monde entier. Sous les libéraux, ce genre de vision à long terme et ces projets ambitieux sont devenus impossibles. Le délai moyen d'ouverture d'une mine, c'est 17 ans. 17 ans juste pour avoir l'approbation de commencer à creuser une mine. C'est impossible de s'attendre à ce qu'une entreprise mette à côté des milliards de dollars pendant 2 décennies juste pour avoir une réponse au processus. Et cette réponse, c'est un peut-être et non pas nécessairement un oui. C'est pour ça que le Canada se classe désormais à 23 dans le rang de l'indice de facilité de faire affaire en 2024, soit une baisse de 7 places depuis 2015. Le programme radical des libéraux de laisser le dans le sol a mis fin à 16 projets massifs sur le plan d'énergie, ce qui a entraîné une perte de 176 milliards de dollars d'investissement, investissement qui a été expulsé vers les États-Unis. Il y a 10 ans, à peu près 10 ans, les Américains avaient 30 milliards de dollars de plus investis au Canada que les Canadiens avaient investi aux États-Unis. Maintenant, c'est 500 milliards de dollars d'investissement canadien aux États-Unis, au-delà de ce qui est revenu. Ça veut dire que nous donnons nos investissements aux Américains pour bâtir des pipelines, des oléoducs, des mines et d'autres projets qui génèrent des chèques de paie pour les Américains avec l'investissement canadien. Pourquoi? Parce qu'investir au Canada, ça ne produit rien, sauf que les délais provenant du gouvernement libéral. Peu importe ce que M. Carney et les libéraux diront pendant cette élection, lorsque les Canadiens se réveilleront le lendemain des élections, si les libéraux gagnent, ça va être les mêmes députés libéraux, les mêmes ministres libéraux, les mêmes stratèges libéraux et les mêmes politiques et promesses libéraux. Donc, on va avoir le même résultat. Mais la seule différence, c'est qu'ils ont maintenant un chef qui est encore plus faible et plus compromis qu'auparavant. Pendant que M. Carney conseillait Justin Trudeau pour 5 ans d'annuler les projets énergétiques canadiens, sa propre entreprise dépensait des milliards de dollars pour acheter des pipelines ailleurs. Donc, M. Carney a témoigné devant le comité parlementaire d'industrie contre une pipeline dans l'Ouest canadien, en même temps que son entreprise profitait des pipelines au Moyen-Orient. Il supportait une taxe carbone au Canada, en même temps qu'il a profité des investissements au charbon aux États-Unis. M. Carney est de l'avis qu'on devrait garder notre énergie dans la terre. Il supporte C-69, la loi libérale anti-pipeline, qui est toujours en place. Il supporte un plafond sur la production de gaz et de pétrole ici au Canada, qui ne s'applique pas aux entreprises étrangères outre-mer aux États-Unis. Il supporte une taxe carbone sur nos industries, ce qui va forcer les entreprises de l'acier, de l'aluminium, des engrais, de gaz, de pétrole, de toutes sortes d'autres produits, de quitter le pays afin d'éviter les taxes qu'il impose ici. Et M. Carney profite chaque fois que les emplois sont expulsés du Canada parce qu'il a des milliards de dollars, son entreprise a des milliards de dollars investis outre-mer. M. Carney va certainement dire n'importe quoi pour gagner. Il va essayer de dire le contraire qu'il croit. On l'a vu. C'est un homme qui a fait le plagiat 10 fois pour obtenir son diplôme à l'université.
C'est évidemment quelque chose qui a fait la une à Londres, même si les médias ici au Canada, surtout au Canada anglais, ont essayé de supprimer l'histoire de son plagiat. Évidemment, les médias ici protègent M. Carney pour les mensonges qu'il a dit, les scandales qu'il a eus, en même temps que les médias outre-mer sont très au courant de cette fraude académique dans laquelle il a participé. On a vu que M. Carney ne va jamais se tenir debout pour les Canadiens. L'autre jour, une députée libérale a encouragé les gens de donner un citoyen canadien au gouvernement chinois pour qu'il puisse être tué. Après une menace provenant de la Chine contre un citoyen canadien, une députée libérale a dit que cette citoyenne, qui est un candidat conservateur, devrait être versé à l'ambassade chinoise pour être envoyé en Chine et tué par le gouvernement chinois. Et M. Carney garde en place ce candidat, ce qui est incroyable. M. Carney ne va jamais se tenir debout contre les gouvernements étrangers parce qu'il est compromis. Il a reçu 250 millions de dollars en prêt d'une banque gouvernementale de la Chine. Il est compromis, il est faible, il est en conflit d'intérêts. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne va jamais défendre le Canada, ni contre Pékin, ni contre les Américains. On n'oublie pas que M. Carney a déménagé son siège social à New York à peine 6 jours après que M. Trump a commencé à menacer notre pays avec les tarifs. M. Carney a toujours ses investissements qui fait en sorte que ses intérêts sont exactement le contraire que les intérêts des Canadiens. À un temps où on doit défendre notre pays et mettre le Canada d'abord. Ma vision du Canada ne pourrait pas être plus différente. Il faut que ça change. Il faut un vrai changement pour mettre le Canada d'abord. Les libéraux ont dépensé des centaines de millions de dollars pour des demandes et d'appropriation pour bloquer les projets. Pourquoi une entreprise veut-elle investir ici au Canada quand ça prend aussi longtemps pour accomplir des choses? C'est impossible. Il faut que ça change et ça va changer avec un nouveau gouvernement conservateur qui va faire en sorte que les projets soient complétés, qui va mettre le Canada d'abord, qui va ramener la production et les chèques de paie ici, au Canada. C'est pourquoi que j'annonce aujourd'hui qu'un gouvernement conservateur va créer un corridor énergétique national pour mettre le Canada d'abord, une voie d'accès préapprouvée pour accélérer l'approbation et bâtir l'infrastructure dont on a besoin pour mettre fin à notre dépendance énergétique envers les États-Unis. Mon plan va accélérer les approbations en ligne de transmission, des chemins de fer, des pipelines, les infrastructures essentielles à travers le Canada dans un corridor de transport préapprouvé entièrement au Canada, transportant nos ressources au Canada et au monde. Dans le corridor, tous les niveaux du gouvernement prendront des engagements qui les obligent légalement à approuver les projets. Ça signifie que les investisseurs ne seront plus confrontés à l'infini réglementaire qui a appauvri les Canadiens. Les Premières Nations seront consultées en avance, pas après. Ça nous permettrait de donner les assurances aux entreprises qu'on a déjà l'appui ou bien l'approbation des Premières Nations au cours du corridor. On va mettre fin à on va nous permettre de contourner le marché américain. Voici le statu quo, parce que maintenant, les médias me demandent, est-ce qu'il y a de l'acceptabilité sociale pour les pipelines au Québec? Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le statu quo, où les Québécois sont forcés d'acheter 130 000 barils de pétrole américain chaque jour, c'est-à-dire donner l'argent canadien aux Américains. Même le pétrole provenant de l'Ouest canadien doit passer par les États-Unis. C'est ce qui est une menace à notre sécurité énergétique. Ça, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ça.
J'ai jamais vu une consultation ni un vote à l'Assemblée nationale pour donner l'approbation d'importer notre énergie au Québec des États-Unis. Il n'y a jamais eu d'approbation au Québec pour donner aux Américains le contrôle de notre pétrole au Canada. Il n'y a jamais eu d'approbation de bloquer les projets pour fournir l'Europe avec le gaz naturel, tout avec le résultat de favoriser Vladimir Poutine. Les Québécois n'ont jamais choisi ça. Le statu quo n'est pas acceptable. Les Québécois sont massivement en faveur des pipelines et des projets de ressources naturelles, même si les libéraux ne le sont pas. Si Énergie Est était en place aujourd'hui, on aurait pu faire passer 1 million de barils de pétrole par jour ici à Saint John, le vendre en Europe avec le double bénéfice de contourner les Américains et de définancer Vladimir Poutine en fournissant aux Européens l'énergie propre provenant du Canada. Les libéraux l'ont bloqué. Ils ont changé les règles au milieu de la processus, ce qui a forcé TransCanada à dire non. C'est exactement pour ça qu'il nous faut une nouvelle politique qui donne la pré-approbation pour un corridor. Donc, les entreprises ne vont pas devoir attendre 7 ans, 8 ans. Ils vont pouvoir dire, voilà le chemin, voilà les conditions, voilà le coût. Cette certitude va permettre à nos entreprises de commencer rapidement de bâtir l'industrie. Et ça va créer énormément d'emplois et de richesses pour payer la santé, l'éducation et j'en passe. Ça fait partie de notre plan pour mettre le Canada d'abord, en relançant notre économie et reprenant le contrôle. Il y a plein d'autres choses que j'ai proposées, des idées très positives, comme l'élimination totale de la taxe carbone, y compris la taxe industrielle, pour nous mettre nos entreprises d'acier, de l'aluminium, d'engrais, et j'en passe sur une place de compétition. Couper les impôts de 15% pour le travailleur moyen et pour les aînés, tout en permettant les aînés de gagner 30 000 $ par année s'ils veulent travailler sans impôts. Hier, j'ai annoncé un plan pour éliminer la taxe sur les gains en capital si les gens réinvestissent au Canada. Ça va libérer des dizaines, sinon les centaines de milliards de dollars d'investissement dans nos mines, dans nos pipelines, dans nos petites entreprises, nos entreprises de technologie. Et même une petite famille qui vend quelques propriétés de logement peut réinvestir ailleurs dans l'économie canadienne, mais c'est seulement disponible si c'est réinvesti chez nous, au Canada. Donc, une réduction d'impôts et de taxes patriotiques pour le Canada. Finalement, parlant de chez nous, les gens ont besoin d'une chez eux. Ils ont besoin des maisons. On va éliminer le TPS sur les nouvelles maisons pour réduire le coût de 65 000 $ et permettre aux gens de pouvoir acheter une maison après que les libéraux ont doublé le coût. Donc, le choix est clair. Après la décennie perdue des libéraux, est-ce qu'ils méritent, est-ce qu'on peut leur offrir un 4e mandat pour augmenter les coûts et affaiblir notre économie face aux Américains? Ou est-ce qu'il nous faut mettre le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement conservateur fort qui va donner l'approbation au projet, bâtir une forteresse économique, couper les taxes et les impôts pour nous rendre forts face aux Américains pour faire changement?
C'est ça le but, pour mettre notre pays d'abord, pour faire changement. Partissons maintenant. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone, and thank you, John, for your introduction. Thank you also to the great Melissa Young, who has worked in carpentry and has been promoting the trades. She's obviously from New Brunswick, but she has been working across Canada to recruit our youth into boots, not suits, so that we can build the economy of the future, make our country strong again to stand up against American economic aggression. And here we are in St. John, not by any coincidence. We're in this place because it symbolizes both our long history and our optimistic future. This is the place where we come to move our products over the Atlantic to the world. It is one of the great cities of the Atlantic that will be greater still and bigger and bolder into the future. Well, it's here today that we reflect upon the great East-West nation that John A. Macdonald dreamt of and began building. That's why Louis Saint Laurent built the St. Lawrence Seaway to open up the Canadian heartland to the world. These projects boosted our economy and guaranteed our economic independence. But I have a question. Do you think we could get the St. Lawrence Seaway open today? Do you think we could build the Canadian Pacific Railway today? Really, think about it. There'd be some environmental extremist like Stephen Guilbeault, or maybe Gregor Robertson, the new Liberal candidate, former Vancouver mayor, who'd be chaining themselves to a tree to prevent it from happening. And it would take a decade to go through a bureaucratic process that would never lead anywhere. How many projects have the Liberals killed already? 16 major energy projects, $176 billion that we know of. There were 18 LNG liquefaction plants proposed 10 years ago when the Liberals took office. Not one has been completed. The only one that's close was approved by the previous Harper government. They blocked two major pipelines, both the Energy East and the Northern Gateway pipeline. Mr. Carney testified in committee against the Northern Gateway pipeline, which would have allowed us to move 500,000 barrels of oil to Asia every single day. Now that oil goes to the Americans at a discount, making us even more dependent on what is now a very aggressive southern neighbor. It is time to reverse the lost Liberal decade of blocking projects and moving money out of the country. It is time to take back control and relaunch our economy, to unleash our energy sector and bring home our jobs and powerful paychecks. It is time to turn Canada into an economic fortress that puts our country first for a change. With Donald Trump threatening our country with tariffs, we need big projects that link our regions east to west. We need to be able to get our resources across Canada, bypassing America, so we can trade more with each other and sell our resources to the world. Under the Liberals, this kind of big thinking has become impossible. The average time it takes to get a mine approved is 17 years, 23% longer than Australia, 38% longer than in the U.S. Canada now ranks 23rd in the World Bank's ease of doing business. We fall in 7 places. We're the second slowest country in all of the 36-nation OECD to get a building permit, the second slowest. The Liberals' radical keep-it-in-the-ground agenda killed 16 major energy projects and billions of dollars. And then think of the number of businesses from around the world who don't even bother proposing a project in Canada because it is a waste of time and money under the Liberals' keep-it-in-the-ground economic policy. Since the Liberals killed the Energy East pipeline, and let's make no mistake, they did kill the Energy East pipeline. You know, they'll claim that TransCanada just changed its mind. Really? So the company spent $1 billion on getting the project approved, only to sort of one day say, oh boy, the price of oil has gone down this week, we're going to cancel the whole thing. Give me a break. This is a 100-year investment. It doesn't get canceled because the weekly price of oil went down. It got canceled because the Liberals changed the rules in the middle of the game. And let's be clear,
Liberal No New Pipelines Law C-69 will make it impossible for any other project to ever get approved in this country. And Mark Carney could have repealed that law. I encouraged him to reconvene Parliament after he won the Liberal leadership race and quickly, under emergency conditions, repeal C-69. He didn't do it. So it doesn't matter what he says about the law now. We know he doesn't mean it, because he could have done it. It is a Liberal law that they passed, that they brought in, and that they have defended. And it is the same Liberal ministers, same Liberal MPs, same Liberal strategists, same Liberal promises that they made 10 years ago. If you vote the same, you will get the same by re-electing the same Liberal gang. The only difference now is they have a weaker and more compromised Liberal leader. While Mr. Carney was advisor to Justin Trudeau, he supported all of the same radical keep-it-in-the-ground policies, but not only because he believes in it, because he profited from it. By pushing resource projects out of Canada, his investments overseas and in the States become more profitable. Less competition from Canada means globalist elites like him get richer and fatter. He supported his entire business career, so-called business career, was about defunding Canadian energy, convincing banks to stop lending to Canadian energy companies. He supported C-69. He still supports the energy cap. Just last week, one of his ministers said that they're going to keep in place a cap on Canadian energy production that doesn't apply in the United States. Even more billions will leave the country under that policy. Mr. Carney says he supports an industrial carbon tax. Again, a tax that applies on Canadian businesses but not on American ones, which will, this is another area where Mr. Carney and Mr. Trump agree. Both want to tax Canadian industry. With Carney, it's a carbon tax. With Trump, it's a tariff. But the effect is the same. It will drive tens, if not hundreds of billions of dollars south of the border because there is no such tax on the U.S. side. Mr. Carney supports the same policies that have driven $500 billion out of our country over the last decade of the lost Liberal period. And he will say anything he has to. He lied about the fact that he plagiarized 10 times in his thesis in order to get his degree. He lied about having moved his headquarters from Canada to the U.S. just 6 days after Trump threatened tariffs on our country. So you can count on him to say whatever he has to say in order to hold on and get the Liberals that fourth term in power. But under the Liberals, applications are lengthy and the economy is crashing. Why would any other company invest in this country with a long Liberal record of high taxes and blocking projects? But the good news is we don't have to, after this lost Liberal decade, we don't have to elect them to a fourth term. We can choose change by putting Canada first with a new Conservative government that will axe taxes, build homes, unleash our resources, and bring home paychecks and production so we can stand up to the Americans from a position of strength. Today, I'm unveiling yet another concrete proposal to bring about that vision. Today, I'm announcing the Canada First National Energy Corridor, a pre-approved corridor that will allow our incredible businesses to build pipelines, transmission lines, rail lines, and countless other kinds of infrastructure that we need to break our dependence on the Americans, ship our resources to ourselves and overseas markets, bring home powerful paychecks for our country, and stand up for ourselves in a position of strength. Here's how it would work. First, we would use the model of the shovel-ready zone. That is to say, the permits would be pre-authorized. After consultations and environmental research, we would find the path that is safe for our citizens and for nature. Second, we would consult with First Nations, as is our duty under the Constitution of Canada. Third, we would lock down the permits and we would publish specifications and standards that companies have to meet so that they would do the projects in a responsible way that keeps everyone safe. Then the permits would be pre-published online and legally binding. In other words, the government would not have the legal right
to reverse course and change its mind. This would remove the uncertainty. I understand why businesses after the lost Liberal decade would not want to take the risk of starting an application process that could cost them billions of dollars if they thought that maybe a future government would reverse course. That's why pre-approval is so important. Pre-approving the project would mean that the companies could invest with certainty, knowing what they have to do and what they can build. This certainty will allow the private sector to do the building. It will allow our businesses to invest, hire, and grow. It would also allow us to become independent from the Americans, going around them directly to ourselves and to others. We can build Canadian pipelines with Canadian steel to deliver Canadian energy to a Canadian refinery, perhaps right here in Saint John. And that will cause a massive economic boom. Billions of dollars will flood into our government coffers from the resulting economic growth, money that can be used to improve our failing hospitals and our schools, building roads and other infrastructure we need, defeating poverty and lifting up our people, giving new jobs to our young tradespeople, 350,000 of whom we are going to train up through our Boots Not Suits plan. It will mean a new era of prosperity, and it adds to a broader plan that we've been systematically unveiling. For example, just yesterday, I announced the Canada First reinvestment tax cut. Zero capital gains tax if you reinvest in Canada. You sell your business and you reinvest in a Canadian stock that funds Canadian economic growth, zero capital gains tax. You sell a rental property and reinvest it in building a new home in Canada, zero capital gains tax. You're a company that wants to sell a vacant piece of land to reinvest in building a new factory in Canada, zero capital gains tax. You want to take your money out of Canada to a foreign jurisdiction, you will pay capital gains tax. That's why it's called Canada First. We're going to be bringing home hundreds of billions of dollars and unleashing a boom. This will be economic rocket fuel for our Canadians to launch above and beyond the Americans. We will cut income tax by 15% for the average worker and senior. So that means that more of your pension and your paycheck will go home to your family rather than into government coffers. And speaking of home, we'll get rid of the GST. We will axe the federal sales tax on new homes, saving you up to $65,000 on a purchase or $3,000 a year in lower mortgage payments. And we will axe the carbon tax. But unlike the Liberals who brought in the tax and who are just going to hide it for the next month leading up to the election, we will axe the tax for everyone, for everywhere, for good, for real, for a change. We will unleash an incredible economic boom that will turn Canada into a fortress. We'll honor the legacy of John A. Macdonald and Louis Saint-Rand by adding pipelines, power lines, roads, rail that bind the nation together. One nation, bound together into a united country, self-reliant, sovereign, standing on its own 2 feet and standing up to the Americans from a position of strength. The choice is clear. After the lost Liberal decade of costs and crime up and the economy down under the American thumb, can we afford to give Liberals a 4th term? Or is it time to put Canada first for a change with a new Conservative government that will axe taxes, build homes, unleash our resources to bring home our jobs so we can stand up to the Americans from a position of strength? Canada first for a change. Let's bring it home. Thank you. We will now take questions from the floor. With Saint John being the most trade-prone city in Canada and New Brunswick sending 92% of its exports to the United States, what would Conservative government do to help through this trade war and beyond? Thank you. That's a very good question. This is one of the most trade-intensive economies in the world, Saint John in particular, New Brunswick in general. We'll make sure that businesses have the cash they need, the liquidity required to pay their bills and keep people working.
Our goal is to keep people working through this trade dispute. And furthermore, we need to retaliate against the Americans targeting goods we don't need, can make ourselves, or get elsewhere, so we maximize the impact on them while minimizing the impact on ourselves. Then I will present President Trump with a choice. Either you start a trade war with America's closest friend and neighbor, which will weaken both our economies, rendering our continent more vulnerable to risks from abroad, or you knock down the trade barriers, we trade more as two separate sovereign nations, we enrich both sides of the border, allowing us to spend massively on our military, so that both Canada and the U.S. separately, but cooperating together, are stronger, safer, and richer. I believe, presented with that choice, particularly as they get closer to midterm elections, I think that the Americans will, in the end, be forced to reverse these disastrous tariff policies. But we can't rely on the Americans to determine our economic destiny. Your question, it contains in it the problem. Why is it that after the lost Liberal decade, we are so dependent on the Americans for everything? For example, if the Energy East pipeline were approved today, there would be 1 million barrels of oil going from St. John to Europe. It's almost $100 million, depending on the price of oil. It's almost $100 million a day that would be transiting through here, paying refinery workers and all the businesses that they shop at around here to sell to Europe, and the Americans wouldn't be able to do a damn thing about it because it would have been a direct transit out of North America to an overseas economy. We need to bring that home. If we had a national energy corridor today, St. John would not be so reliant on the Americans. We'd be able to transit billions and billions of dollars through this incredible city without worrying about what the Americans think. And that is what we're trying to do with this Canada First policy. And the choice in the election is, after a lost Liberal decade, with costs and crime up and the economy down under the American thumb, do they deserve a fourth term in power, or is it time to put Canada first for a change with a new Conservative government that will axe taxes, build a national corridor, ship our resources around the world while bringing powerful paychecks home, making us strong enough to stand up to the Americans? Thank you. En français. Merci beaucoup. Une très bonne question. On va devoir riposter contre les Américains pour protéger notre économie. On va cibler des produits américains dont on n'a pas besoin, qu'on peut produire par nous-mêmes et qu'on peut acheter ailleurs pour maximiser l'impact sur eux et minimiser l'impact sur nous. Mais en même temps, la question est une très bonne question. Pourquoi est-ce que St. John est aussi dépendant des États-Unis? C'est parce que, après la décennie perdue des libéraux, on ne peut pas vendre nos ressources outre-mer. Si les libéraux n'avaient pas tué Énergie Est, aujourd'hui, il y aurait 1 million de barils par jour de pétrole qui auraient acheminé en passant par St. John pour aller en Europe. Des travailleurs dans la raffinerie Irving auraient beaucoup plus de travail. Toutes les petites entreprises auraient gagné. Mais en bloquant ce projet, les Américains peuvent monopoliser 7 millions de barils par jour. Et juste pour vous mettre ça en contexte, 1 million de barils par jour, c'est 80 millions de dollars par jour de valeur économique qui auraient passé par St. John. Heureusement, on n'a pas besoin d'élire les libéraux pour une 4e fois après les décennies perdues qui ont bloqué nos projets. On peut mettre le Canada d'abord avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et les impôts, donner le feu vert aux projets énergétiques et acheminer nos produits à travers notre pays Est-Ouest, y compris en Europe.
C'est comme ça que nous allons déclarer notre indépendance des Américains et donner aux gens ici à Saint John et ailleurs d'être plus économiquement forts. C'est ça le choix, mettre le Canada d'abord pour faire changement et défendre les intérêts des Canadiens pour faire changement. Merci beaucoup. Thank you. Next question. Hi, Nick Murray with the Canadian Press. Hi there. I Good can let morning. you take a drink of water if you'd like. Thank you, sir. That's very nice of you. I wish it was something stronger, but I'll take it. They've got a lot of breweries around here, right? Moosehead's right over there. So that's our next stop? Oh, well, that will be fun too, but I think we should have worked that in. And we should have offered you guys some Moosehead before the press conference. I think you would have asked more sympathetic questions. I've been to the small batch here. It's quite good. Okay. Sir, there are reports on mounting frustrations about how the campaign is going and the trailing polling numbers. What's your plan to turn things around, and will you make changes to the campaign leadership? Some people have said that I should stop talking about the doubling housing costs that have denied an entire generation the chance to own a home after the lost Liberal decade. They say that we shouldn't be debating why single moms are lined up at food banks in record numbers after the lost Liberal decade. They suggest that we shouldn't debate why 50,000 of our citizens have lost their lives to drug overdoses under the radical Liberal drug policies. That we should just forget that after the lost Liberal decade of rising costs and crime and a falling economy under America's thumb, that we should just ignore all of those things. I disagree. My purpose in politics is to restore Canada's promise so that anyone from anywhere can achieve anything. It's hard work. It gets you a great life and a beautiful, affordable home on a safe street, protected by brave troops under a proud flag. All the things that we need to do to respond to the economic aggression of the Americans are things I've been talking about for 10 years. I was standing up for pipelines 10 years ago when Mark Carney was opposing them. I've been saying that we need to approve resource projects quickly for the last 10 years while Mark Carney was supporting C-69 and the energy cap and other Liberal policies. I've stood up for tax cuts that will unleash growth in our economy over the last 10 years, in fact, over my entire career. The threats, the unjustified threats by President Trump further strengthened the argument in favor of the Canada First agenda that I've been fighting for my whole life. And while we propose those solutions, we will not forget the single mom who can't afford food. We will not forget the seniors who are choosing between eating and heating. We will not forget that young 36-year-old couple whose biological clock is running out faster than they can afford to buy a home and have kids. We will not forget the families terrorized by crime and drugs, and so we will continue, despite calls to the contrary, to talk about those things, even if I am the only leader in the country that offers any change. And the choice, again, is whether, after this lost Liberal decade of rising costs and crime, with our economy falling under the American thumb, do we give them, can we afford to give them a fourth term? Or is it time to put Canada first for a change with a new Conservative government that will restore Canada's promise? En français. Merci beaucoup. Il y en a qui disent que je devrais arrêter de parler du doublement du coût de logement après la décennie perdue des libéraux, que je devrais simplement ignorer des jeunes familles qui veulent pouvoir acheter chez eux pour avoir une famille et avoir des enfants. Il y en a qui disent que je devrais juste arrêter de parler des mères monoparentales qui ne peuvent plus acheter de nourriture ou qui font maintenant partie du record de 2 millions de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires. Il y a certains qui disent que je devrais juste arrêter de parler de la vague de criminalité que les libéraux ont provoquée avec la libération automatique. Je vais continuer de parler des vrais défis quotidiens des Canadiens. On va défendre les Canadiens
on va continuer de proposer les mêmes politiques que j'ai supportées toute ma vie pour couper les taxes et les impôts, éliminer la bureaucratie, relancer notre économie et reprendre le contrôle avec des nouveaux projets d'énergie. Toutes ces politiques-là sont exactement ce dont on a besoin pour renforcer notre forteresse économique face à Donald Trump. Donc, le choix dans ces élections, est-ce qu'après la décennie perdue des libéraux, où les coûts augmentent et l'économie est en chute, plus dépendant que jamais sur les Américains, ou bien est-ce qu'il faut mettre le Canada d'abord avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et impôts, bâtir des logements, donner le feu vert aux projets énergétiques et ramener les emplois ici pour pouvoir faire face aux Américains avec la force. Merci beaucoup. Thank you. Next question. Good morning. Just going back to the energy corridor, what would that mean for Energy East? And has a private investor come forward to reignite that plan that's been dead long ago? So, you're right to point out that the Energy East project was killed by the previous Liberal government, and right now, today, it would be impossible for any pipeline to be built because there's a no new pipelines law, C-69, that the Liberals have passed into law and kept in place with Mark Carney's support. People say, well, there's no company to build it. Well, of course, when pipelines are banned, you're not going to get a company to step up and announce they're building a pipeline. When you have a new government that repeals the anti-pipeline Liberal law, and then you put in place a pre-approved corridor that removes the uncertainty, all of a sudden it becomes very attractive. So the chicken and egg problem we have today is that as long as the anti-pipeline law and government are in place, no one is going to put their name forward to build anything in Canada, even as pipeline construction is booming all around the world, because pipelines are, of course, so wildly profitable. The only way that you get the investment is to repeal the anti-pipeline law and bring in a pre-approved corridor so businesses know they will never again have to spend 7 years and $1 billion to get to a dead end. You, in fact, give them the corridor that gives them the light at the end of the tunnel and a certainty for the future. That's how you put Canada first. And then the choice in this election is the following. After the lost Liberal decade, where they blocked Energy East along with $178 billion of projects, should we elect them to a fourth term? Or is it time for a new Conservative government that will put Canada first by rapidly building a national energy corridor, cutting taxes, and bringing home the billions of dollars Liberals pushed out of Canada so that we can stand up to the Americans from a position of strength? En français. Merci beaucoup de votre question. La question, c'est est-ce qu'il y a une entreprise qui veut maintenant bâtir Énergie Est ou un tel projet? Évidemment, c'est impossible aujourd'hui de bâtir quoi que ce soit parce qu'il y a la loi C-69 libérale anti-pipeline. Aussi longtemps que cette loi est en place, il ne va jamais y avoir une proposition pour une pipeline parce que c'est banni. Banni. Il n'y aura pas de projet. M. Carney aurait pu abroger cette loi en devenant chef libéral. Je l'ai invité d'aller à la Chambre des communes pour le faire. J'aurais aidé à adopter une abrogation de cette loi dans 24 heures. Mais il a décidé de le garder en place parce qu'il est toujours contre les projets. Si les libéraux sont réélus, il ne va jamais y avoir une proposition pour construire quoi que ce soit à travers le Canada. En abrogeant la loi anti-pipeline des libéraux, en adoptant un corridor national énergétique avec des préautorisations pour des projets massifs, les entreprises vont voir comment ça peut se faire. Et ça va inviter les investisseurs de construire des projets à travers le Canada. Donc, la question pour les élections qui s'en viennent, après que les libéraux ont bloqué 178 milliards de dollars de projets et banni des pipelines,
nous rendant plus dépendants face aux Américains, est-ce qu'on peut leur donner un quatrième mandat ou est-ce que c'est le temps de mettre le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement conservateur qui va abroger la loi anti-pipeline, bâtir un corridor économique et énergétique et ramener des centaines de milliards de dollars ici au Canada pour répondre aux Américains dans une position de force? Thank you. We will now take a call-in question from the phone line, and this will be the final question. Thank you. Sébastien Ladesseur at Summit FM. Please go ahead. Bonjour, Monsieur Poilievre, Sébastien Ladouceur de Route 17. Vous avez mentionné de faire une riposte aux États-Unis concernant les tarifs douaniers, mais pour le secteur la circonscription du Madawaska-Restigouche, c'est beaucoup sur la ligne des douanes et tout ça, parce que il y a la région d'Edmundston qui subit déjà des conséquences. Il y a également beaucoup de compagnies de bois d'œuvre qui dépendent beaucoup d'exportation. Alors, quelles seraient vos actions pour aider les entrepreneurs et les particuliers afin de contrer justement les tarifs américains? Très bonne question. Et c'est vrai qu'au Nouveau-Brunswick, les effets sont particulièrement néfastes. Évidemment, on a besoin de liquidité pour les entreprises directement affectées afin de garder les travailleurs dans leur poste pendant cette guerre tarifaire. On va donner ce support. Le but, c'est de garder les travailleurs dans leur job parce qu'ils ne veulent pas aller sur le chômage, ils veulent continuer de travailler. Et on ne veut pas que leur travail soit interrompu pour 2-3 ans si, en fin de compte, on est capable de résoudre la guerre tarifaire plus rapidement que ça. Deuxièmement, votre question comprend le problème. Pourquoi est-ce que notre pays est aussi dépendant des Américains après la décennie perdue des libéraux, où les Américains reçoivent 100% de notre gaz naturel, 90% de notre pétrole, presque tout notre bois, 75% de nos exports. Pourquoi est-ce qu'on dépend autant sur les Américains? Il nous faut bâtir une forteresse économique. Il faut renverser les politiques anti-ressources et pro-taxes et impôts des libéraux qui a fait fuir 500 milliards de dollars. Et il faut, au contraire, choisir un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord pour faire changement, pour donner le feu vert aux grands projets de ressources naturelles et d'exportation, nous permettant de vendre nos produits outre-mer et d'avoir des échanges commerciaux à travers le Canada. C'est ça un vrai plan pour le faire. C'est pour ça que j'ai annoncé que je vais éliminer les taxes sur les gains en capital pour les réinvestissements au Canada, d'éliminer la taxe carbone industrielle, éliminer les taxes sur les nouvelles maisons et couper les impôts de 15% pour que les travailleurs puissent dépenser plus dans leur communauté, créant d'autres emplois. Le choix encore, après 10 ans de décennies perdues des libéraux, avec les coûts qui augmentent et notre économie qui tombe en dessus la puissance américaine, est-ce qu'on peut leur donner un quatrième mandat ou est-ce qu'il nous faut mettre le Canada d'abord avec un nouveau gouvernement conservateur qui va bâtir, bâtir et bâtir? Merci. In English? Thank you. The question was about rural and remote communities in New Brunswick and other smaller towns that have already been hit by this terrible trade dispute. The question was whether what actions we should take to protect those jobs. We will make sure that businesses have the support they need to keep their workers in their jobs through the dispute. We would hate for the disruption of what might be a temporary dispute to cause long-term unemployment. So let's try to keep our workers working. They want jobs. They don't want unemployment. But we also have to ask ourselves, why are we in such a helpless position?
after the lost Liberal decade, where the Americans get 75% of our exports, 100% of our oil, 100% of our gas, 90% of our oil, almost all of our forestry products. The reason is that Liberal anti-resource laws, they blocked our projects. They've taxed away $500 billion of investment that has now gone south. They've crippled and weakened our country. And so after the last Liberal decade, can we really afford to elect them a fourth time? Or is it time to put Canada first for a change, with a new Conservative government that will axe taxes, greenlight resource projects, and bring home the hundreds of billions of dollars the Liberals have pushed out of Canada, so that we can stand on our own 2 feet, stand up to the Americans from a position of strength. That's what it means to put Canada first for a change. Thank you very much. Thank you. That concludes today's press conference. All right. Thank you very much.